Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, nous sommes à Tianjin pour rencontrer l'architecte français Jacques Ferrier qui consacre sa carrière à l'innovation de la relation entre l'architecture et l'humain. Bonjour Monsieur Ferrier. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Vous êtes architecte de renommée mondiale. Alors, pour commencer, je voudrais savoir quelle est votre définition d'un bon architecte? Je crois qu'un architecte, aujourd'hui, ça ne doit pas être une sorte d'artiste qui ferait des belles formes. Un architecte, il doit être impliqué vraiment dans la vie de la ville, dans la société, dans la vie des gens. C'est d'autant plus important qu'on est de plus en plus nombreux à vivre dans de très grandes villes, où tout ce qui nous entoure est en fait un environnement artificiel, un environnement fabriqué. Et donc l'architecte, c'est celui qui va amener une vision qui n'est pas uniquement celle de la fonctionnalité, de la technique ou de la forme, mais vraiment quelle va être l'ambiance propice à ce qu'il y ait une bonne relation de nous avec les autres, de nous avec notre quartier ou avec l'histoire de notre ville, et aussi évidemment avec le climat. Je crois que c'est ce qui est vraiment important aujourd'hui. C'est un défi passionnant qui fait que l'architecte doit réunir autour de lui aussi beaucoup d'autres personnes de compétences, mais c'est personnellement ce qui me motive à tous les matins reprendre le travail et réfléchir au projet. En fait, vous avez beaucoup réfléchi sur la relation entre, effectivement, comme vous avez évoqué tout à l'heure, la ville et l'humain. Et vous avez fait un discours avant qui s'intitule justement de la ville machine à la ville sensuelle. Je trouve cette notion est assez intéressante. Pouvez-vous nous expliquer davantage qu'est-ce que c'est la sensualité d'une ville? Alors c'est vrai que c'est une notion très importante. Le XXe siècle, c'est vraiment le siècle de la technique. C'est le siècle où la technique va changer complètement nos façons de vivre, va amener du confort, plein de bienfaits, on le sait, mais en même temps, elle amène une sorte de tyrannie qui nous oppresse, notamment dans la grande ville, parce que finalement, ce sont les infrastructures de mobilité, ce sont tout l'appareillage technique qui conditionne notre façon de vivre la ville. Le meilleur exemple, c'est vous arrivez à l'hôtel, vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre, de même dans votre bureau, parce que c'est climatisé, et donc vous êtes coupé de toutes les sensations. Donc le projet de ville sensuelle, c'est de dire maintenant, on peut demander plus à la technique. C'est pas de dire on ne veut pas de la technique, mais c'est de dire il faut que la technique se mette en arrière-plan pour que nous on soit réconciliés avec l'odeur des jardins, avec les bruits de la ville, avec le toucher, la qualité des matériaux. C'est vraiment remettre les 5 sens, les sens qui caractérisent une bonne relation de nos corps d'habitants avec l'environnement, avec la ville, de le remettre vraiment au cœur de notre réflexion. Et de dire, c'est pas la technique qui fixe son projet, comme c'est quand même souvent le cas aujourd'hui. On trace des autoroutes, on trace des trains, etc. Et après, on met de la ville. C'est de dire, non, on va d'abord dire dans quelle ville on veut vivre. Et à partir de là, on va demander à la technique de nous aider à la réaliser. Ça veut dire ressusciter la capacité de sentir. Est-ce que c'est dans ce sens-là? C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est vraiment prendre le corps de l'habitant comme quelque chose de précieux et comme ce qui, au quotidien, constitue finalement notre vécu et le fait qu'on aura passé une bonne ou une mauvaise journée. Et si on est vraiment à l'unisson, une fois encore, de nature qu'on va trouver aussi en ville, que tout ce qui est de l'ordre du climat, la pluie, la neige, le soleil, est bien reçu par la ville et restitué aux habitants, parce que c'est la possibilité de trouver de l'ombre, d'aller à une terrasse de restaurant, d'ouvrir sa fenêtre, ou au contraire, avec la pluie, de voir des reflets, de traiter l'eau dans des jardins, etc. Donc, toute cette réflexion complètement nouvelle, qui est de dire, on va faire avec le climat, on va faire avec les sensations, avec les gens, pour que les gens, effectivement, aient l'impression d'un vécu urbain qui soit riche et qui ne soit pas contraignant. Ça, je pense que c'est vraiment l'enjeu de l'architecture aujourd'hui. Et c'est une idée
qui est vraiment venu de la fréquentation de la ville chinoise. Parce que quand je suis arrivé, ça fait très exactement 20 ans, en 2003, pour mon premier voyage en Chine, j'ai été frappé de la façon dont la ville chinoise conciliait la modernité, les gratte-ciel, les bâtiments modernes, etc., avec une vie intense, notamment à Shanghai, que je connais bien, dans le quartier de Puxi ou de la concession française, d'avoir jour et nuit quand même ces échoppes, ces marchés, les gens qui vont, qui viennent, etc., le linge aux fenêtres, enfin, toute une série de sensations qui fait qu'on se sent bien en ville tout en étant dans une grande capitale de la modernité. Ça, c'est un questionnement qu'on a beaucoup en Chine aujourd'hui, c'est de comment se réconcilier effectivement l'héritage culturel d'une ville avec la modernité. Et des fois, on constate quand même que la modernité est en train de plus en plus gommer un peu l'héritage culturel. Donc, quelle est votre opinion là-dessus? Je crois que la ville chinoise, elle est en fait assiégée par le conformisme de la ville internationale et de l'image qu'on a de la modernité. Et ça, je dirais que c'est la responsabilité des architectes occidentaux du XXe siècle qui ont imposé le gratte-ciel vitré, qui ont imposé la climatisation, qui ont imposé ces signes de la modernité qui aujourd'hui sont à l'opposé des questions climatiques et environnementales, de bonne gestion de ressources, mais aussi de la façon dont chaque culture, et est-ce qu'il y a une plus grande et plus ancienne culture que la culture urbaine, que celle de Chine, que la culture urbaine qui est contredite par ces bâtiments qui sont hors sol. Donc je crois que l'enjeu pour la ville chinoise aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur de ce qu'elle peut amener en partant de ses racines, de ce qu'elle peut amener à l'architecture contemporaine. Et de ne pas prendre comme ça, tout fait, ces grands immeubles modernes qui ont été faits aux États-Unis principalement, en Amérique, et de les refaire ici, mais de voir comment on peut utiliser la technologie de pointe, donner le confort aux gens. Il y a beaucoup d'agents à loger, beaucoup d'espaces de travail à fabriquer, beaucoup d'espaces pour l'éducation, pour les hôpitaux à construire. Donc de faire des programmes modernes qui fonctionnent bien, mais de faire un pas de côté par rapport à ce style international pour faire quelque chose d'hybride et qui va se réconcilier avec l'art de vivre et de construire chinois. Ça me paraît très important. Et donc, vous vous définissez plutôt comme style hybride et pas comme style international quand vous travaillez en Chine? Définitivement, mais même en France, j'essaye de toujours trouver ce lien avec l'histoire de la ville, avec le contexte. Et c'est vrai que même dans un pays beaucoup plus petit comme la France, si vous êtes dans le nord, c'est pas tout à fait les mêmes techniques constructives, c'est pas tout à fait la même approche que dans le sud de la France. C'est important d'en prendre compte, non pas dans une idée de nostalgie, ou dans une idée, vous savez, de ce qu'on appelle le pastiche, de kitsch, mais au contraire de dire la vraie architecture contemporaine aujourd'hui, ça va être cette architecture qui va faire la fusion entre ce qui est de l'ordre de quelque chose qui est forcément international, c'est-à-dire les technologies de construction, évidemment, on les partage tous. Le souci du climat, on le partage tous. Mais la façon d'y répondre, elle peut être ancrée dans un lieu et dans une culture. C'est ce qu'a fait la cuisine. Il y a une cuisine fusion qui est extraordinairement intéressante et qui revisite la cuisine française, mais traditionnelle, mais de façon contemporaine, la cuisine chinoise, mais de façon contemporaine. Je crois que les cultures ne peuvent que s'enrichir quand elles se ressourcent de leur origine. Si on parle de la tradition, on voit quand même la tradition architecturale chinoise est quand même très très différente que celle de l'Occident. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une façon de
de vraiment rechercher la racine dans la tradition ancienne ou bien c'est perdu définitivement? Je crois que si on voit la racine ou la tradition d'un point de vue de la forme, et des formes traditionnelles, des pavillons chinois, etc., c'est évidemment très compliqué. Donc je crois qu'il faut trouver cette tradition dans les processus. C'est-à-dire, quel est le rapport entre le jardin chinois et l'architecture chinoise? Quelle est cette relation qui s'est créée dans l'histoire? Et aujourd'hui, la question, notamment dans la grande ville, du rapport entre jardin et architecture, il est fondamental. Quand nous avons fait le pavillon France pour l'exposition universelle de Shanghai en 2010, il est impossible de faire la différence entre le travail sur l'architecture et le travail sur le jardin. Pour le lycée français international de Pékin, on a voulu créer des ambiances qui sont sans cesse entre intérieur et extérieur, pour éviter que les lycéens aient le nez dans leur smartphone, mais qu'ils apprécient le lieu où ils étudient. Donc c'est dans le process. Les matériaux, ça aussi c'est fondamental, c'est-à-dire quels sont les matériaux disponibles à Pékin, quels sont ceux qui sont disponibles à Shanghai. C'est le pays qui a inventé la céramique, qui a inventé la porcelaine. Donc un des plus grands bâtiments que nous avons fait à Shanghai, la façade, elle est purement contemporaine, elle ne ressemble pas du tout à une forme chinoise, mais toute la façade mélange aluminium et céramique, verte et bleue, colorée. Quel est le principe de ventilation? L'orientation nord-sud à laquelle l'architecture chinoise est particulièrement attentive. Donc vous voyez, c'est plus dans la façon de faire que de dire je vais faire quelque chose qui ressemblerait à l'architecture traditionnelle chinoise. Je crois qu'il faut renouer avec, une fois encore, le processus. Et ça aussi, dans la philosophie chinoise, je crois que c'est quelque chose qui est central, de ne pas uniquement se concentrer sur l'objet, mais de se concentrer sur le mouvement et la démarche pour le faire. Ça, c'est très intéressant parce que vous parlez de la philosophie chinoise et j'entends tout à l'heure que vous parlez de le rapport entre l'extérieur et l'intérieur. C'est vraiment, c'est aussi quelque chose qui est très ancré dans la philosophie chinoise. Et vous avez parlé pendant votre discours que vous avez un studio de recherche qui travaille effectivement avec des philosophes. Donc, quel est selon vous le rapport entre la philosophie et l'architecture? Alors c'est essentiel parce que je pense qu'il y a un rapport très important entre la fiction, l'écriture littéraire et l'architecture, et entre la conception vraiment des idées que nous propose la philosophie et l'architecture. Donc à l'agence, nous travaillons régulièrement depuis plus de 10 ans avec un philosophe qui pose la question de quel est le sens d'un bâtiment pour l'éducation, quel est le sens d'un bâtiment pour des personnes âgées ou pour la justice dans la ville d'aujourd'hui. Et moi-même, je travaille avec un grand philosophe qui s'appelle François Julien, qui est un spécialiste de la comparaison entre la philosophie occidentale et chinoise. J'ai déjà écrit un livre avec lui, on va sortir un autre livre en septembre prochain. Et donc, François Julien m'a beaucoup amené, notamment ce que vous dites sur dehors, dedans. Il m'a dit, mais cette idée que moi j'appelle l'entre-deux, lui m'a donné le terme chinois, que malheureusement, et je m'en excuse. L'entre-deux, c'est quelque chose qui lui est cher aussi. Voilà, vous connaissez. Et donc, il me dit, mais l'entre-deux que vous mettez en œuvre dans vos bâtiments, c'est central dans la philosophie chinoise. Donc, ces correspondances, vous dites, tiens, c'est bien parce que ça me permet de continuer sur cette voie et d'explorer cette voie comme étant justement cette façon hybride de concilier mon approche d'architecte occidental, très spécialiste de l'architecture environnementale, avec des concepts d'ici, des concepts chinois comme l'entre-deux que
je retrouve maintenant et que je mets en œuvre dans mes bâtiments en France. Ça, c'est vraiment des idées innovantes que vous trouvez ici Oui, en Chine. absolument. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de, c'est une sorte de résultat des échanges entre les architectes chinois et français qui remontent vraiment pendant vraiment il y a longtemps. Donc, comment voyez-vous ces échanges qui ont été faits entre les deux côtés? Écoutez, c'est très bien que l'on parle d'échange et pas de dire il y en a un qui impose et qui amène à l'autre son savoir-faire. Le mot échange, il est fondamental parce que c'est l'idée du regard réciproque. Et effectivement, c'est très ancien. C'est-à-dire que dès le 19e siècle, on trouve dans les arts, notamment, comme vous le savez, avant même l'architecture, dans la peinture notamment, on trouve cette fascination de l'Europe et notamment des artistes français pour les arts asiatiques, la Chine, les représentations des paysages chinois, les estampes japonaises, aussi l'orientalisme. L'orientalisme, c'est fondamental pour la constitution de la modernité occidentale. Et je pense que en Occident, beaucoup de jeunes ont oublié ça, ont oublié que l'impressionnisme, l'art moderne, tout ça a un rapport très fort avec l'orientalisme. Donc finalement, quand on considère que construire à Shanghai, construire en Chine, ce n'est pas, une fois encore, amener une solution toute faite ailleurs, qui aurait été faite quelque part à New York ou à Paris, et qu'on amène à Shanghai, mais qu'on se pose la question de rencontrer d'autres architectes chinois, de se poser à la terrasse d'un café, de regarder la rue chinoise vivre, de se promener le soir dans des quartiers animés, eh bien, on renoue finalement avec ce dialogue qui n'a jamais cessé entre la Chine et l'Europe. Et cette fois, vous êtes à Tianjin. Quel genre de message vous voulez transmettre ici à cette occasion? Mais à Tianjin, c'est formidable parce qu'on a une exposition qui réunit 14 architectes français, 14 architectes chinois. On a des échanges, on a des débats où il y a paysagistes, architectes chinois et français. Donc c'est l'illustration très vivante qu'après ces 3 ans dramatiques où le monde n'a pas voyagé, où on est resté chacun chez soi et on a vu tous les problèmes qui s'étaient créés dans cette idée de se refermer. Je pense que beaucoup de problèmes aujourd'hui que l'on a à l'intérieur des pays, mais aussi entre pays, viennent de ces 3 ans où on a arrêté tous ces échanges. Et donc je trouve que ce qui se passe à Tianjin ces jours-ci, avec l'exposition qui va être inaugurée, c'est de renouer avec cette chose essentielle, c'est aller vers l'autre, l'écouter, partager et voir comment effectivement on peut apprendre les uns des autres. Alors, vous avez fait quand même pas mal de projets en Chine, à Shanghai, à Beijing. Est-ce qu'il y a des expériences qui vous ont marqué particulièrement? Dans les projets que j'ai fait, le tout premier était en fait une école dans un district de Shanghai, Qingpu. Et c'est vrai que de se confronter pour la première fois à cette fantastique culture chinoise, c'était en 2003, il y a 20 ans. J'ai dévoré des livres sur la Chine, j'ai évidemment travaillé avec des architectes chinois, et c'est vrai que le moment où l'école a été ouverte et qu'on a vu tous ces enfants, tous ces professeurs prendre leurs repères dans une école qui avait été conçue par un architecte français pour partir à Paris, etc., on se dit c'est un métier formidable. On se dit c'est fantastique d'arriver à créer ce lien de la même façon que peut le créer un architecte chinois qui va travailler en Europe. Et le pavillon France de l'Expo universelle 2010 a été aussi le deuxième grand moment parce qu'on a vu comment, d'une part,
tout un pays se mobiliser pour faire la plus grande exposition universelle de tous les temps, depuis qu'elle existe en 1851. Et justement, par rapport, vous savez, à ce questionnement que je me pose du digital qui prend toute notre attention, et notamment en Chine, vous le savez, où dans le métro, même dans les restaurants, les gens sont dans leur écran. Beaucoup de gens disaient, non, l'exposition universelle, quel est l'intérêt d'aller à un endroit alors qu'on a tout sur l'écran? Et là, quand ça a ouvert, le 1er mai 2010, ça a été le débordement, tellement il y avait de gens. Le pavillon France, en 6 mois, a accueilli 10 millions de visiteurs. Les premiers jours, c'était obligé de fermer les portes. Et donc, ça a été formidable de se dire que l'architecture, et en plus là, l'architecture de tous les pays, l'architecture, elle est encore désirable. Et le fait de se retrouver ensemble dans ces grandes allées, de marcher avec sa famille, etc., avec ses amis, de rencontrer des gens, ça a été un message fantastique de dire la ville, c'est le lieu vraiment où on se rencontre, c'est le lieu de la vie publique et collective, et que le pavillon France contribue à ça, ça a été un des plus visités. Évidemment, ça a marqué ma vie d'architecte. Et pendant le processus, est-ce qu'il y a des moments où vous sentez que c'est différent, la méthode de travail en Chine ou la méthode de travail en Europe, parce que c'est quand même des cultures très différentes, comme vous l'avez évoqué? Le chantier est certainement le moment où on se rencontre, des frictions entre les approches européennes de la construction et les approches chinoises. C'est très... difficile. Oui, c'est très... impressionnant. Impressionnant et très perturbant. Ouais. Il se trouve que c'est Pauline Marchetti, qui est l'associée de l'agence maintenant, qui était la responsable du chantier. Et c'est vrai que cette rencontre des cultures constructives, de la réglementation, de la rapidité, ça c'est le plus impressionnant, c'est-à-dire de la rapidité d'exécution. Donc on venait tous les mois, alors on avait quand même une équipe sur place, mais à un mois, il y avait déjà tellement de choses construites par rapport à un projet français. Un projet français, vous avez le temps de dire « Oula, non, mais ça ne va pas. Le carrelage, là, on ne va pas continuer de le poser comme ça. » Sauf que là, en un mois, c'est tout le sol du bâtiment qui est fait, donc vous ne pouvez plus dire stop. Donc, ce rapport à la vitesse d'exécution, ça, c'était une découverte. Les variantes aussi, c'est-à-dire, quand vous demandez un matériau, l'entreprise, tout de suite, elle va vous proposer quelque chose qui est presque la même chose, mais qui n'est pas ce que vous demandez. Alors qu'en France, ce n'est pas possible. Vous dites, bon, je veux que ça soit du bois, on vous propose du bois. Là, à la fois prochaine, quand vous venez, on vous propose quelque chose qui ressemble à du bois, mais qui n'est pas du bois. Alors vous êtes obligé de poliment dire non, je veux vraiment du bois, etc. Non, c'était extrêmement intéressant. Non, le chantier, ça a été vraiment un grand moment. Et puis, il y a eu des moments émouvants. On avait 6 chefs-d'œuvre du musée d'Orsay, avec tableaux de Gauguin, de Millet, d'Édouard Manet, etc. Donc, quand dans les grandes caisses en bois, les tableaux sont arrivés dans le pavillon, qu'on a ouvert les caisses et que les conservateurs ont accroché les tableaux, et de se dire là, on amène vraiment la quintessence de la culture française au XIXe siècle, qui est quand même l'âge d'or de cette peinture. Et là, on la confronte. Dans une semaine, ça va ouvrir et on va la confronter au public chinois. C'est merveilleux. Là, c'est vraiment merveilleux. Je crois que ces rencontres de culture, c'est des moments magiques. Est-ce qu'à force de travailler avec François Julien, vous comprenez plus la Chine qu'au début? Écoutez, ce que je disais à François Julien, c'est que, en fait, je pense que
c'est quasiment impossible de comprendre la Chine quand on est un occidental, mais de connaître la Chine et d'aimer cette pensée chinoise, ça vous fait mieux comprendre, vous, ce que vous êtes en tant qu'occidental. Et ça, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'en échangeant avec François Julien et en lisant ses livres, et en voyant vraiment cette différence, notamment quand il parle de quel est le rapport au paysage en Chine, qui est tellement différent du rapport en France, quel est le rapport, je le disais justement, à cette idée de processus qui est très important, eh bien, du coup, on se rend compte que ce que nous, en tant qu'occidentaux, dans notre pensée, on pense comme universel, eh bien, en fait, non. C'est une façon de penser, mais que depuis 3000 ans, il y a une autre moitié du monde qui a un système de pensée tout aussi riche, tout aussi en prise avec ce qu'est la réalité, mais qui est complètement différent. Donc je dirais que la fréquentation de François Julien, ça me fait aimer la pensée chinoise, ça m'a beaucoup aidé à comprendre justement, même des problèmes de chantier. Ils font ça parce qu'ils voient la question différemment et ils voient ce rapport au réel différemment. Donc c'est quelque chose évidemment d'extrêmement enrichissant de faire ce métier très concret qui est le métier de l'architecture et d'avoir cette toile de fond philosophique. En fait, cette fois, à Tianjin, vous rencontrez aussi beaucoup d'étudiants. Quel est votre message pour les jeunes architectes, soit qui sont français ou chinois ou partout dans le monde? Il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir architectes. Le message, c'est de dire qu'on a un monde qui est très peuplé, qui continue à se peupler dans un rythme impressionnant. Il y a 240 000 nouveaux habitants tous les jours sur Terre. Donc c'est tous les 3 mois, il faut construire le Grand Shanghai. Donc si vous êtes un futur architecte, vous êtes vraiment dans le devoir de retrousser les manches et de réfléchir à comment on va fabriquer l'environnement de ces centaines de milliers d'habitants et d'urbains qui veulent trouver ce qui a toujours été fondamental dans la vie des hommes, c'est-à-dire de pouvoir à la fois de temps en temps rêver, s'isoler, se recueillir, d'avoir un rapport avec la nature, d'avoir un rapport avec les saisons qui passent, avec la couleur des feuilles des arbres, de rencontrer les autres, de se réunir, et tout ça dans des villes de millions d'habitants. Donc pour un étudiant en architecture, ou en paysage, ou en ingénierie, c'est un défi fantastique. Et que pour le comprendre, je crois qu'il faut observer, il faut voyager, que ce métier s'inscrit vraiment dans une façon de vivre. Alors, dernière question, quel est votre projet pour l'avenir? Mon projet pour l'avenir, c'est déjà de revenir en Chine et de souhaiter qu'on n'ait plus jamais cette fermeture que l'on vient de connaître. Et puis je vois en écoutant mes confrères chinois qu'il y a une scène architecturale chinoise de plus en plus intéressante, de plus en plus créative, et que le projet pour l'avenir, c'est effectivement de travailler ensemble et de mieux se connaître certainement et d'envisager des projets en commun. Je vois qu'aujourd'hui en Europe, et notamment en France, maintenant la plupart des projets, on s'associe à 2 ou 3 architectes pour éviter ce côté de dire c'est un architecte qui fait un objet, mais dès que vous êtes 2 ou 3, il y a forcément un dialogue et ça ouvre des pistes, et plutôt que ça soit une image qui s'impose, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment créer des ambiances, créer des lieux. Et si on partage la conception, ça veut dire que les lieux ont plus de chances d'être partagés plus tard. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'être dans notre émission. Oui,